Bonjour, Éric Nicolas de l'Est républicain, ravi de vous accueillir pour notre second Face au lecteur. Nous en avions déjà fait un le 1er octobre avec 3 invités exceptionnels, Patricia Touranchot, qu'on ne présente plus, Thibaut Solano qui a également écrit un livre sur l'affaire Grégory, et nous avions également dans nos locaux François Saint-Pierre qui est l'avocat depuis quelques années, un des 3 avocats depuis quelques années de Jean-Marie et Christine Villemain. Aujourd'hui, nous avons un deuxième Face au lecteur avec 3 invités. Christophe Gobin, journaliste à l'Est républicain qui a longtemps travaillé dans les Vosges et avec lequel je travaille sur l'affaire Grégory, qui connaît l'affaire très très bien. Voilà. Maître Stéphane Jurana, qui est pénaliste au barreau d'Épinal, qui présente la particularité depuis une dizaine d'années d'aimanter tous les gros dossiers, même des dossiers nationaux. Il a défendu Francis Holm en 2017 à Metz, dans le cadre du double meurtre de Montigny-les-Metz. Il sera encore l'année prochaine dans le dossier de Frédéric Péchier, l'anesthésiste de Besançon, qui est soupçonné d'avoir empoisonné plusieurs patientes. Voilà. Et Stéphane Jurana, depuis 2017, défend donc les époux Jacob, qui, le 14 juin 2017, ont été interpellés, placés en garde à vue, mis en examen. Et c'est donc Maître Jurana qui les défend. Et puis enfin, troisième invité, mais est-il besoin réellement de le présenter ? Michel Marie, avec lequel nous venons de déjeuner, a encore été interpellé par 4 personnes à table qui sont venues féliciter pour la qualité de son travail. Il a travaillé pendant 45 ans au Nouveau Détective, qu'il a quitté en 2023. Voilà. Donc il a été sur tous les faits divers pendant 40 ans. Il était dans la vallée de la Vologne dès le lendemain du 16 octobre 84. Il a suivi tout le fait divers. Il était également en 1996, en décembre 93, à Dijon pour le procès de Jean-Marie Villemain. Et depuis la relance de l'affaire en juin 2017, il suit également cette affaire. Michel, depuis qu'il a quitté le Nouveau Détective, est chroniqueur dans l'émission, dans le talk-show de Cyril Hanouna. TPMP, voilà, il collabore aussi sur Enquête criminelle sur W9, voilà, et il continue, malgré qu'il ait quitté le journal, à faire des podcasts et des minutes justice pour le Nouveau Détective. Dans un premier temps, je vais leur donner la parole 3 minutes chacun, pour qu'ils puissent nous expliquer, enfin 3 minutes ou 5 minutes, pour qu'ils puissent nous expliquer comment ils sont arrivés dans cette affaire, voilà, qu'est-ce qui les passionne éventuellement dans cette affaire, et puis après on passera aux questions de nos lecteurs, que je remercie pour leur présence aujourd'hui. Voilà. Michel, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment là, ça va être assez simple, comment tu es arrivé dans cette affaire Grégory, qui a commencé il y a tout juste exactement 40 ans, puisque nous sommes le 16 octobre 2024. Ça a commencé par... j'étais en reportage dans le Nord, j'avais la radio dans ma voiture de location et j'entends le flash info. Retrouver un enfant noyé dans la Vologne. Je ne savais pas très bien où se trouvait la Vologne à l'époque. Et alors, sans même me poser de questions, je me suis dit, c'est pour moi. Donc, avant même d'appeler ma rédaction, parce qu'on n'avait pas de téléphone portable à l'époque, il fallait s'arrêter sur le bord de la route, un taxiphone, etc. Donc, du coup, je suis parti, j'ai regardé sur la carte et je suis parti directement du côté d'Épinal, donc sur place, et j'ai appelé le journal en étant sur place, en leur disant voilà, je suis sur place. Ils me disaient comme une chance sur 2 de me faire engueuler, puis finalement ça tombait bien parce qu'ils n'avaient personne à envoyer, tous les reporters étaient occupés à autre chose. Moi j'avais terminé mon premier reportage et cette affaire m'a pris des mois et des mois. Alors j'ai pas été le seul à travailler sur ce dossier pour le journal. On s'est effectivement relayé à une époque, mais je crois que mon premier séjour, je suis resté 3 semaines sans rentrer à Paris. Et puis ensuite, effectivement, comme vient de le dire Éric Nicolas, j'ai suivi le procès comme chroniqueur judiciaire dans 93 à Dijon. Ça a duré 7 semaines. Et ça, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure si vous m'en parlez. Et puis, depuis les rebondissements, effectivement, aussi, j'ai été amené à intervenir plutôt soit sur des articles longs pour détectives à l'époque où j'y travaillais encore, soit sur des plateaux. D'ailleurs, on a fait une version d'Enquête criminelle là, qui doit sortir, diffusée, je crois, ce soir ou demain sur W9. Merci. Maître Jurana, comment vous êtes arrivé dans cette affaire ? C'était semble-t-il le 14 juin
2017. C'était le 14 juin 2017. Et à l'inverse de Michel Marie, et ça va avoir une importance, en 2017, on a des téléphones portables. En 84, il n'y en a pas. Il faut bien retenir ça. Il n'y a pas de téléphone portable en 84. En 2017, il y en a. J'arrive à mon cabinet, 14 juin, mercredi, 14 juin 2017. Je viens à mon cabinet pour travailler un peu parce que les 14, 15 et 16 juin, je défends un accusé devant la cour d'assises des Vosges. Et donc, je viens repotasser un peu mon dossier avant de rejoindre la cour d'assises. Et là, j'ai un appel téléphonique sur mon téléphone portable. On me dit bonjour, section de recherche de Dijon. On vient de placer en garde à vue M. Marcel Jacob pour l'assassinat de Grégory. Très bien, on demande votre assistance. Et moi, je réponds naïvement, parce que je ne comprends pas à ce moment-là qu'il s'agit de l'affaire Grégory. Pour moi, je fais une confusion avec une autre affaire, et je lui dis, écoutez, je ne suis pas disponible, donc vous pouvez appeler quelqu'un d'autre. Puis en même temps, je me dis, attendez, j'ai mon associé qui arrive, donc elle va venir au chevet de monsieur Jacob, on gère. Et puis voilà. Donc je demande à mon associé d'aller à Bruyères, puisque la section de recherche de Dijon s'est déplacée à Bruyères. Marcel Jacob est en garde à vue, vient d'être placé en garde à vue à Bruyères, et donc je l'envoie à Bruyères. Je continue à travailler mon dossier de cour d'assises, je pars à la cour d'assises, et sur le chemin, mon associé m'appelle, elle me dit je vous le fais en live. T'es con ou quoi? C'est l'affaire Grégory. Je dis, comment ça, l'affaire Grégory? Mais elle me dit, oui, c'est l'assassinat de Grégory Villemain. Et je dis, je suis à la cour d'assises, donc tu vas devoir gérer. Et elle me dit, non, mais moi, je ne peux pas gérer ça. Il faut que tu viennes. Je vais voir, je vous livre un secret, tiens. Je vais voir la présidente de la cour d'assises. Et je lui dis, voilà, madame la présidente, ça va certainement sortir dans la matinée. J'ai un client qui vient d'être placé en garde à vue pour l'assassinat de Grégory Villemain. Je vous demande si on peut reporter notre procès. Il n'y a pas d'urgence, mon client est libre. Et elle me dit non, il n'en est pas question, vous restez là. Enfin, vous restez là. Le procès se tiendra. Un certain nombre de personnes me disent quitte ton procès, va en garde à vue. Et je lui dis je ne peux pas abandonner mon client qui est là pour 3 jours, qui encourt 20 ans de réclusion criminelle. Donc je décide de rester à la cour d'assises et de demander à mon associé d'aller rencontrer Marcel Jacob et d'assurer son assistance dans le cadre de la garde à vue. Évidemment, je crois que c'est vous d'ailleurs, l'Est républicain, qui lancez un flash, il doit être quoi, 11h, 11h30, midi. Vous voyez, fin de matinée, le flash info sort. Très rapidement, la presse judiciaire est au courant que c'est mon cabinet qui intervient. Et alors là, inutile de vous dire que je ne peux plus travailler à la cour d'assises, puisque mon téléphone portable sonne, ressonne, re-ressonne, vibre dans tous les sens, et que c'est compliqué. Pour autant, je reste à la cour d'assises, j'ai dit, et je préviens que je n'interviendrai que le vendredi, après ma plaidoirie, et que je rejoindrai Dijon. Voilà comment je suis arrivé dans l'affaire. Et pour l'anecdote, au moment où je plaide pour l'accusé que je défends devant la cour d'assises, je coupe mon téléphone, je le mets en mode avion, pour pas être dérangé. Lorsque je le rallume, 1 heure et quart plus tard, le temps de la plaidoirie, j'ai 200 appels en absence. C'est délirant. Et là, je prends ma voiture seul, je prends la route pour Dijon. Mon associé me dit, Madame Barbier, présidente de la chambre de l'instruction de Dijon, t'attend pour entendre Marcel Jacob. Je dis, oui, je fais au plus vite. J'arrive à Dijon et j'arrive dans un quartier qui est bouclé. Il n'y a plus personne. Le quartier, il y a des barrières, des cars de CRS, des cars de police. Enfin, il n'y a plus personne. Le quartier est bouclé. C'est un périmètre de sécurité. C'est un périmètre de sécurité. J'ai l'impression qu'on est en train de juger les attentats du Bataclan. Enfin, c'est délirant. Je gare ma voiture au milieu de la route parce que il y a personne. Donc, je gare ma voiture au milieu de la route. Je descends de mon véhicule. J'avance. Là, une nuée de journalistes. Mais enfin, je peux pas vous dire combien. J'en sais rien. Mais des dizaines et des dizaines, voire des centaines. Et à un moment donné, j'ai l'impression que mes pieds ne touchent même plus terre. Ils m'escortent jusqu'à la cour. Quand je rentre dans la cour, je me sens soulagé. Parce que la cour est totalement calfeutrée. Je ne me souvenir, toutes les fenêtres sont opacifiées pour que personne ne puisse voir ce qui se passe à l'intérieur de la cour. Et là, j'arrive et je me dis, waouh. J'arrive dans le bureau de Madame Barbier, qui est en fait, c'est pas un bureau, c'est la salle qui a été aménagée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon pour l'affaire Grégory. Parce qu'il y a une salle, c'est en sous-sol pour tout vous dire, il n'y a pas de fenêtre, ou très peu de fenêtres.
Et cette salle a été aménagée que pour traiter l'affaire Grégory. Je rentre et je vois Madame Barrier qui manifestement est impatiente et je lui dis, Madame, nous allons pouvoir discuter. Parfait. Christophe, est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es venu à t'intéresser à cette affaire Grégory? Alors c'est un peu moins spectaculaire, c'est un peu plus nébuleux, un peu plus flou, quoi. Moi, le 16 octobre, j'avais 17 ans. L'affaire Grégory, je suis originaire de Dijon, mais à ce moment-là, donc là où une partie de l'affaire s'est déroulée, la partie procédure, juge Simon et tout ça. Mais moi, l'affaire, elle ne m'avait pas... À 17 ans, je passais le bac. J'avais déjà pas mal à faire avec le bac. C'était pas gagné d'avance. Donc l'affaire Grégory, savoir qui était le coupable, ça passait vraiment en dernière position de mes préoccupations. Et pour tout dire, j'arrivais pas à comprendre l'engouement qu'il y avait autour de cette affaire. Je le percevais parce qu'effectivement, c'était à la télé tout le temps, et à la radio, c'était pas possible d'entendre quoi que ce soit, de passer une journée sans entendre parler de l'affaire Grégory. Et bon, j'avais l'image de Muriel Boll disant que son beau-frère est innocent. Pour moi, ça me semblait un peu... Il y avait un côté fantasia chez les ploucs que j'arrivais pas à comprendre. J'arrivais pas à comprendre qu'on se passionne là-dessus. J'avais complètement tort. Et puis les hasards de la vie ont fait que je suis devenu journaliste, et que je suis devenu journaliste à Épinal, à la Liberté de l'Est, dans lequel il y avait plus beaucoup de journalistes qui avaient travaillé, mais il y avait un photographe qui avait bossé sur l'affaire Grégory, qui est Patrick Glès, qui est l'auteur de la photo, la fameuse photo où on voit deux pompiers, un qui prend le gamin et qui le passe délicatement à un autre, quoi. Il m'a raconté un peu l'histoire de cette photo. Il se trouve aussi que moi j'étais au fait divers à Épinal, donc il y avait alors pas de policiers parce que c'était la PJ, mais il y avait des gendarmes, au moins 2 gendarmes que je connaissais ou que j'ai après fréquenté, qui m'en ont un petit peu parlé. Il y avait un greffier aussi qui avait connu l'affaire. Bon, ça m'intriguait, mais sans plus. Ce qui m'intriguait le plus, c'était Patrick Glès avec sa photo, et puis la manière dont il l'avait pris, parce qu'il y avait quelque chose de vraiment, comme les premiers journalistes de l'affaire. C'est vraiment la photo qui, alors toi, c'était le Flash Info, mais pour Laurence Lacour, qui était d'Europe 1 à ce moment-là, c'est peut-être son Flash Info, d'ailleurs, peut-être que tu entends, c'est vraiment la photo qui l'a attiré. Donc, il m'a révélé un peu les coulisses de la photo. Puis voilà, puis moi j'ai eu un peu à traiter le demi-timbre, les investigations autour du demi-timbre. 2000. Autour de 2000, ouais. C'est la première réouverture de l'affaire pour procéder à des expertises ADN sur le demi-timbre qui était collé sur l'enveloppe qui contenait la lettre de revendication. C'est 2000. J'avais couvert, mais c'était plutôt mon collègue, on était 2 au fait divers, qui était plus ancien que moi, qui avait couvert ça. Et arrivé 2004, où il allait avoir le 20e anniversaire, et... je m'étais dit que de toute manière, on allait faire des papiers. Souvent, les anniversaires, bizarrement, on les voit arriver au dernier moment. C'est souvent le 14 ou le 15 octobre qu'on va se rendre compte que, oui, dans 2 jours, c'est le 16, il va falloir faire quelque chose. Donc, pour pas me retrouver comme ça, un peu coincé, et qu'on me demande d'aller faire un micro-trottoir, c'est-à-dire interroger les gens à l'épanche sur Vologne, où ils ne veulent plus voir un seul journaliste, quoi. Je m'étais dit que à ce moment-là, l'affaire, elle était complètement morte. C'est-à-dire, elle avait été refermée suite au demi-timbre, puisque ça avait rien donné. Et elle intéressait plus personne, cette affaire-là. Elle était rangée, la prescription commençait à courir, et il n'y avait plus une seule investigation dessus, quoi. C'était l'époque aussi, alors il commençait à y avoir des portables en 2004, mais il n'y avait pratiquement pas d'Internet. Et je m'étais dit, non. Même dans les Vosges, il y en avait, Christophe. Souviens-toi, tu démarrais. Ah oui. T'as encore des cheveux. Et j'avais pris comme parti pris d'essayer de retrouver tous les protagonistes, enfin les principaux protagonistes de l'affaire, pour savoir ce qu'ils étaient devenus. La base, c'était ça. Pas tant pour investiguer, savoir qui avait tué l'enfant. Et puis, dans ma tête, c'était d'essayer de comprendre pourquoi cette affaire elle était unique. Ce que j'avais pas compris quand j'avais 17 ans. Essayer de comprendre pourquoi tant de gens s'y étaient intéressés. Et ce qui avait de si fascinant que ça, quoi. Donc, effectivement, j'ai rencontré les principaux protagonistes. Et là, j'ai compris effectivement pourquoi elle était passionnante. Je m'y suis passionné, ça m'a fait plonger dedans jusqu'à l'obsession, comme pratiquement tous ceux qui touchent à cette affaire. Et puis, arrivé 2017, la relance des investigations, où avec Eric, on a travaillé dessus. Et on a eu avant les autres l'information qu'il allait avoir des interpellations. Donc, pendant plusieurs jours, on a campé dans la Vologne pour savoir qui serait interpellé. On avait plutôt misé sur Muriel Boll au départ.
Elle a finalement été interpellée, mais pas la première. 15 jours plus tard. Ouais, 15 jours plus tard. Et finalement, c'est les Jacob qui ont été interpellés. Pas seulement. Pas seulement, il y avait aussi la femme de Michel Villemin. Ouais. Donc c'est comme ça que j'en suis arrivé à On va commencer par les questions de nos lecteurs, alors qui ne vont pas être forcément dans l'ordre chronologique de l'affaire. Donc ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Y a-t-il encore une chronologie dans cette toute la affaire? toute la question. On va commencer par Joël, donc, qui est là et qui va donc vous poser la première question. Messieurs, dames. Ça fonctionne? Non, ça n'a pas l'air de fonctionner là. Si, ça fonctionne. Bon, voilà. Donc, j'ai 64 ans, j'en avais 24 à l'époque. J'habite à une trentaine de kilomètres de l'Épange, donc forcément, on était inondé d'informations à l'époque-là. Et je n'ai pas le souvenir qu'on ait évoqué très souvent, ou même peut-être pas du tout, les époux Jacob à l'époque. Alors, est-ce qu'ils ont été quand même auditionnés et on a jugé qu'ils n'avaient rien à voir dans l'affaire à cette époque-là, ou est-ce qu'ils ont été oubliés à ce moment-là? C'est vrai que une des premières choses quand on est dans la vallée de la Vologne et puis qu'on apprend que c'est les Jacob qui sont interpellés, la première question qu'on se pose avec Eric, C'est qui? mais c'est qui les Jacob? Ils sont passés complètement sous les écrans radars. Voilà. Alors, Médiatiquement, Ah, vous avez raison. sachant qu'ils sont quand même cités dans le fameux arrêt du 2 février 1993 qui vient blanchir complètement Christine Villemin, où on cite déjà les Jacob qui pourraient être un petit peu dans l'affaire. Mais ça, plus personne n'en avait aucun souvenir. Donc voilà, qui est-ce qui veut répondre à la question de Joël? Je crois que je suis le premier intéressé, assurant la défense des intérêts de Marcel Jacob. Médiatiquement, vous avez raison. Ils sont en dehors de toute médiatisation de cette affaire. Ils ne sont pas entendus par les journalistes, ils ne présentent pas devant les journalistes. Cela étant, Marcel Jacob, il est entendu dès le 16 octobre, enfin dès le 17 octobre. Le 17 octobre, il est entendu, mais comme tous les membres de la famille sont quasiment immédiatement entendus. Pourquoi ils sont entendus? Parce qu'on leur demande ce qu'ils faisaient la veille entre, pour faire simple, 17h et 20h30. C'est ça la question qu'on lui pose. Et immédiatement, sa réponse, c'est « je travaillais ». Ça va être vérifié, on a un procès-verbal du 20 octobre 84, dont on est 4 jours après les faits, où effectivement son alibi, puisqu'il avait déclaré qu'il travaillait, il y a une perquisition qui a lieu à son domicile, mais comme au domicile de tous les protagonistes de l'affaire, quand je dis tous les protagonistes, c'est toute la famille, au sens large, qui vient dire oui, il travaillait, et un procès-verbal que j'ai ressorti, puisque manifestement certains l'avaient soit oublié, soit mis de côté, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, où il est indiqué alibi vérifié auprès de l'employeur exact. Donc, les époux Jacob sont dès le départ, mais comme tout le monde, entendus, puis ça s'arrête là. Ça s'arrête là parce qu'ils ont un alibi en béton. C'est marqué alibi vérifié. Je crois pas. Auprès de l'employeur. Je crois qu'il y avait un problème. Je connais alors. Ce sont les gendarmes qui vérifient. Les gendarmes vérifient les alibis de 59 personnes, oui, en passant très souvent des coups de fil en n'allant pas sur place. Et effectivement, l'alibi de Marcel Jacob, comme l'alibi des 58 autres, est vérifié auprès de l'employeur. Alors, parce qu'il me semble, excuse-moi de te couper, mais il me semble qu'à l'époque, il y avait une polémique sur ce point, où on se disait qu'il avait pu s'absenter et revenir. Non, mais la polémique, elle n'arrive pas en 84. La polémique, elle arrive en 1993. Oui, peut-être, mais... C'est-à-dire que dans l'arrêt, on peut pas dire que l'alibi est vérifié à partir du moment où on ne sait pas s'il a pu sortir ou On pas ne sait sortir. pas comment il a été Attendez, vérifié. en 84, 20 octobre 84, il y a un procès-verbal dans le dossier que j'ai exhumé. Vous vous en souvenez, On ne dit pas le contraire. Oui. Je l'ai exhumé parce que tout le monde me disait ça n'a pas été vérifié. C'est faux. Ce procès-verbal, c'est un tableau avec effectivement une cinquantaine de personnes. Non, mais on est d'accord. Non, mais attendez, je vais au bout. Et la phrase exacte, c'est alibi vérifié auprès de l'employeur exact. Moi, ce que je dis, c'est pas le Attendez, contraire. comment ça s'est passé la vérification? Parce que c'est ça votre question. Comment on vérifie? Marcel Jacob me dit et me certifie, comme 12 autres personnes, que 2 gendarmes se sont rendus dans l'usine à laquelle il travaillait, ont entendu les collègues, ont entendu le responsable qui a dit Marcel Jacob. Mais c'était pas le seul, puisqu'il y avait d'autres protagonistes de la famille qui travaillaient dans la même usine. Je crois qu'ils étaient 6. Donc pour les 6,
On a vérifié l'alibi. Lui, il n'était pas de cette équipe, donc je ne peux pas vous dire s'il travaillait. Lui, j'en sais rien. En ce qui concerne Marcel Jacob, les témoignages sont clairs, nets et précis. Il ne s'est pas absenté. Voilà, à l'époque, comment on vérifie. Alors, ce qu'on me dit aujourd'hui, on me dit il n'y a pas de procès-verbaux. Oui, il faut se souvenir d'une chose. En 84, il n'y a pas de téléphone portable, mais en 84, il n'y a pas d'ordinateur. Les procès-verbaux se font à la machine à écrire. Avec, si vous voulez, le carbone. 5 exemplaires. Et donc, quand tu fais une erreur sur une lettre, il faut tout déchirer. Donc, les gendarmes, ils y allaient, ils prenaient les renseignements et ils faisaient un PV pour tout le monde en disant vérifier auprès de l'employeur exact. Voilà. Donc, l'alibi de Marcel Jacob, et on rentre dans le vif du sujet, il est dès le 20 octobre 84 vérifié et il est certifié exact. Ouais. Et ça n'est qu'en 93 où peut-être qu'il a pu s'absenter. Ce que j'arriverai en 2017 à la réouverture à prouver que c'est faux. On ne pouvait pas s'absenter. Il y a eu des auditions. Oui, à ma demande. Il ne se souvenait plus vraiment. Enfin, 20 ans c'était après, un peu Vous voulez qu'on aille en 2017 tout de suite? Non, mais on n'est pas dans l'ordre chronologique, Non, mais on peut y aller tout de suite. On reviendra Moi, peut-être- je suis prêt. On reviendra peut-être tout à l'heure sur cette En tout année. cas, le Marcel problème, Jacob. c'était posé. On va avancer et partir avec. Mais ce qui explique quand même ça qu'on Laurence. ne se soit pas tourné vers Marcel Jacob tout de suite. Mais on ne peut pas se tourner contre lui. Il a un alibi béton. C'est-à-dire qu'on Non, on il a a un tourné alibi, autour. Visiblement, béton. visiblement, le juge Simon tournait autour. Quand il a repris l'affaire, il a tourné autour. Mais on suppose, parce que là, c'est de la supposition, lui, on a même exhumé les carnets pour savoir ce qu'il avait en tête, ces carnets intimes qu'il Vous voulez tenait. qu'on en parle de ces carnets? Non, on va en parler tout à l'heure. C'est ça. Et on supposait qu'il avait ça en tête et que c'était vraiment l'histoire de l'alibi était un blocage qui fait que peut-être qu'il a peut-être pu tromper parce qu'il avait une animosité par rapport à Jean-Marie, parce Sauf qu'il qu'il l'avait il a un exprimé alibi. et il y a un alibi. Donc, on ne peut pas aller Non, au-delà. mais- On suppose que c'est ça. Non, moi je veux Michel. juste dire qu'à l'époque, les enquêtes de la gendarmerie n'étaient pas aussi pointues qu'elles le sont aujourd'hui. Et d'ailleurs, et je vais aller très vite, cette affaire, si elle arrive demain, on la règle en 24 heures. Entre l'ADN, la téléphonie, la vidéosurveillance, le problème est réglé en 24 heures. Bon, sauf qu'on était en 84, qu'il n'y avait pas tout ça, et que les gendarmes n'avaient pas l'expérience qu'ils ont aujourd'hui. Voilà. Et on va aller plus loin. Si on a les techniques d'aujourd'hui, il n'y a pas d'affaire Grégory. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assassinat de Grégory Villemain. Parce que le corbeau, dont on sait que ça commence en 1981, il est démasqué en 48 heures. Puisque aujourd'hui, avec les technologies qui sont les nôtres, on arrive à remonter tous les appels téléphoniques sans aucune difficulté. Donc, mais vous pouvez faire appel masqué. Vous savez, sur vos téléphones, vous pouvez faire masquer mon numéro. Bon, Ça bon, sert à rien, hein. On remonte quand même. Donc vous remontez, Mais bon, vous là, identifiez le corbeau, il n'y a pas l'assassinat. Laurence, on vous écoute. Votre question. Bonjour. Moi, c'est plutôt par rapport à Muriel Boll. Parce qu'on a tous une opinion sur qui a tué, qui a camouflé et tout ça. Mais Muriel Boll, je pense que le jour où elle se décidera de parler vraiment, il y aura déjà une bonne solution. Mais elle a déjà parlé. Alors, Oui, elle a déjà parlé. Mais madame, Mais elle parle sans parler. Est-ce qu'elle dit la vérité Alors, ou pas bon. Et en 2017, il y a eu un vice de procédure. Et donc, du coup, elle a été innocentée ou presque. Non, pas innocent. Mais est-ce que Pas tout à fait vraiment comme ça. le doute est levé sur sa participation et aussi sur les époux Jacob? Pour en revenir à Muriel Boll, donc on rappelle que Muriel Boll, le 2 novembre, fait des aveux. 84 fait des aveux alors qu'elle est entendue par les gendarmes. Elle est entendue comme témoin, qui à partir de 13h30 la place en garde à vue. Voilà. Et elle explique que Bernard Laroche est venu la chercher à la sortie du collège, qu'ils sont partis à l'éponge, que Bernard Laroche est parti tout seul et est revenu avec un enfant, d'accord, qui sont partis, ils sont allés dans un autre village, qui sont arrêtés, que Bernard Laroche est parti avec cet enfant et est revenu tout seul. Ces déclarations du 2 novembre sont confirmées dans le bureau du juge Lambert le lundi 5 novembre au matin. Le juge met en examen et fait interpeller et écrouer Bernard Laroche. Voilà. Et Muriel Boll, le lendemain matin, reviendra pour voir le juge, pour revenir sur ses déclarations, après une soirée passée en famille,
sur laquelle tout le monde a pu discuter. Voilà. Depuis novembre 84, Muriel Boll est toujours restée sur cette position. Voilà. Effectivement, elle a été mise en examen en juin 2017. Voilà. Elle a fait un petit peu de détention. Elle a été remise dehors. Et là, sa mise en examen a été annulée, ainsi que sa garde à vue. Ce qui ne change absolument rien à ses déclarations, puisque les déclarations où elle vient accabler Bernard Laroche sont antérieures à ses gardes à vue et postérieures, puisqu'elle les répète le lundi matin dans le bureau du juge Lambert. Sauf que ça a été annulé, ça on est bien d'accord. Ça a été annulé. Bien Quelle est votre position sur Michel, quelle est ta position sur Muriel Boll? C'est compliqué parce que à partir du moment où la procédure a volé en éclats, c'est compliqué de dire elle a dit la vérité ou elle a menti. Bon, moi, de façon plus pragmatique, cette jeune fille, à l'époque, elle avait 15 ans, est placée en garde à vue par les gendarmes. Elle dit un certain nombre de choses qui sont accablantes pour Bernard Laroche. Elle les confirme chez le juge d'instruction. Comme vient de l'expliquer Eric, elle rentre dans son milieu familial. C'est son beau-frère, Bernard Laroche, c'est le mari de sa sœur. Et elle habitait chez Bernard Laroche et Marie-Ange Laroche. Donc, inutile de vous dire qu'on peut imaginer, je ne sais pas, j'y étais pas, mais on peut imaginer qu'elle n'a pas passé un bon moment parce qu'elle est celle qui envoie en prison Bernard Laroche par ses déclarations. Et d'ailleurs, ensuite, elle va se retrouver retourner chez le juge d'instruction pour revenir sur ses déclarations, ce qui ne change rien en réalité pour le juge qui décide de l'interpellation et de la mise sous écrou de Bernard Laroche. Après, moi, je suis très mal placé pour dire elle a dit la vérité ou elle a menti. En tout cas, voilà ce qu'elle a dit. Moi, mon boulot de journaliste, c'est pas de sonder les âmes ou je suis pas voyant ni psychologue. De façon factuelle, voilà ce qu'elle a dit et on sait ce qui en a découlé. Après, effectivement, en 2017, cette procédure va voler en éclats. Et puis, je pense qu'en plus, si vous voulez, on a été rechercher des gens il avait quel âge tes clients 75 ans 73 En 2017 Oui. 73 ans. On va rechercher des gens qui ont 73 ans. Muriel Boll, qui avait 15 ans, mineur à l'époque, qui en avait 40 ou 48. Il y a un moment où c'est plus possible, en fait, presque humainement. C'est très compliqué, me semble-t-il, de reprendre en audition ces gens qui ont dit ce qu'ils ont dit et avec les conséquences que ça a eu, parce que toute cette histoire a quand même entraîné la mort de Bernard Laroche, et qui était le seul suspect à ce moment-là. Christophe? Moi, je suis assez d'accord. On n'est pas là, nous, pour sonder les reins et les cœurs. Non. Et elle a dit tout et son contraire. Donc, forcément, à un moment donné, elle a dit la vérité. Le tout, c'est de savoir quand. Et ça, je pense que c'est pas elle qui nous apportera le fin mot de l'histoire. Parce que là, elle est actuellement sur une position qu'elle tient depuis 40 ans, qui est de dire que son beau-frère est innocent, qu'elle l'a accusé sous la pression des gendarmes. Mais si demain, elle venait dire « non, finalement, j'ai dit la vérité », quelle valeur ça aurait, quoi. Pas Donc, grand-chose. je pense qu'on peut plus compter sur elle pour nous éclairer. Et malheureusement, elle sait, quoi. Et elle a dit tout et son contraire. Mais il ne faut pas compter sur elle pour ça. Vas-y, ça. Sur Muriel Boll, votre question c'était est-ce qu'on va l'entendre, etc. Je crois que c'est la personne qui a peut-être été la plus entendue dans ce dossier. Pourquoi ? Parce qu'elle donne une version qui va bien à l'accusation. Alors, ça dépend de quel moment on se situe dans l'accusation, vous l'avez compris. Ensuite, elle change de version, elle rechange, elle revient. Et donc, en fonction du moment où l'accusation penche dans un sens ou dans l'autre, on va l'entendre. Parce qu'on a besoin d'elle. Et le juge Simon va l'entendre des heures et des heures. Et je crois qu'il écrit dans ses carnets, alors c'est pas ce que j'ai retenu de ses carnets, mais je crois qu'on va en parler, il écrit « Je suis face à un mur, elle ne lâchera rien ». C'est un passage intéressant du... Ouais. Il y a une confrontation entre la... Parce que c'est le symbole aussi d'une omerta terrible. Alors c'est ce que pense le juge Simon. C'est-à-dire qu'il dit « Je vois dans ses yeux ». C'est ce qu'il écrit dans ses carnets. Qu'elle va lâcher, mais elle lâche rien, et elle reste sur sa position. Alors aujourd'hui, de deux choses l'une.
Vous avez le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation qui sont venus dire que lors de sa garde à vue, celle-ci devait être annulée parce qu'elle ne bénéficiait pas des protections nécessaires. Je rappelle, elle avait 15 ans, elle était en classe de transition, donc c'est quelqu'un qui était très fragile à cette époque-là. Je rappelle que des gendarmes ont reconnu pour l'un avoir dessiné le schéma qu'on lui a attribué, pour l'autre l'avoir plus que bousculé dans le questionnement. Moi, j'en sais rien. Non, mais je dis pas physiquement. Non, l'avoir plus que bousculé dans le questionnement, je dis. Donc, vous voyez, les mots ont un sens. J'ai pas dit physiquement. Donc, si on a quelqu'un qui est fragile, qui a 15 ans, qui est en classe de transition, dont les gendarmes admettent après coup que peut-être il l'a bousculé et que pour l'autre, il a dessiné le schéma. Donc, on a des questionnements. La Cour de cassation annule tout ça en disant qu'elle n'avait pas d'avocat, on n'a pas les garanties suffisantes pour donner du crédit à 100% à son propos. Depuis, sa position, c'est quoi? C'est j'ai menti, j'y étais pas. Et Bernard Laroche n'y était pas. C'est sa position. Alors, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle n'est pas vraie? Moi, j'en sais rien. Je suis pas là pour vous dire, et je suis d'accord avec vous, je suis pas là pour vous dire qu'elle, je ne dis pas dans le mar de café, mais c'est sa position. En revanche, ce que je trouve ignoble, et vous voyez, je pèse mes mots, et je suis en cela d'accord avec François Saint-Pierre, vous voyez, on peut être d'accord, vous savez, François Saint-Pierre, c'est l'avocat des parents de Grégory. C'est un des avocats des parents de Grégory. François Saint-Pierre, il dit quoi? Il dit au pire, Muriel Boll, elle est témoin des faits. Il dit donc nous, on veut rien contre elle. Mais rendez-vous compte qu'en 2017, on va la mettre en examen pour enlèvement, séquestration suivi de mort. Un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité. On va la placer en détention provisoire. Alors, monsieur Gomin, monsieur Nicolas, vous dites pas longtemps. Enfin, quand même. C'est-à-dire que c'est une gamine de 15 ans au moment des faits, qui, y compris pour la partie civile, ne peut être que témoin, et on la place en détention. Bah oui, C'est scandaleux. Pourquoi on a fait ça? Moi, je vais vous le dire pourquoi on a fait ça. Parce que, comme les époux Jacob n'avaient pas été placés en détention, parce que j'avais réussi à obtenir leur placement sous contrôle judiciaire, il fallait la placer en détention parce qu'on espérait qu'elle craque. Elle a été placée en détention. Elle n'a pas changé de version. Elle n'a pas craqué. Alors, à quel moment dit-elle la vérité? Moi, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que la justice a tout fait, y compris en utilisant des procédés déloyaux. Comment je dis pour être gentil? Mais c'est plus que déloyal. Non, c'est plus que déloyal de placer en garde à vue une gamine de 15 ans pour des faits où elle n'était que témoin. Non, mais c'est contrat légal. Quand elle va en prison, elle n'a pas 15 ans. Mais c'est pour des faits à l'âge de 15 ans. C'est un procédé. Elle n'a pas changé. C'est ce qu'on appelle mettre un coup de pression. D'accord. Et c'est ignoble. Je ne fais que traduire le travail de je ne dis pas il est que scandaleux, c'est bien ou c'est pas bien. Alors que la justice sait pertinemment qu'elle ne peut pas la poursuivre pour aucune infraction. Parce qu'au moment de l'enlèvement par Bernard Laroche, elle n'a aucunement conscience qu'elle assiste à un enlèvement. La seule infraction qu'on peut éventuellement lui reprocher, c'est le lendemain la non-dénonciation de crime, qui est une infraction complètement prescrite. Mais c'est prescrit, elle ne peut pas être placée en détention. Je suis donc tout à fait artificiellement, c'est pour répondre à la question de madame, artificiellement on la place en détention pour la faire craquer. Force est de constater qu'elle n'a pas craqué. Donc est-ce qu'elle dit pas la vérité aujourd'hui? Moi j'en sais rien, mais je me dis que quand même on a tout mis en œuvre pour qu'elle craque. Et elle craque pas. Anna. Avant de poser ma question, je voudrais faire un parallèle par rapport à la question de madame à côté de moi. Au sujet du témoignage de Muriel Boll, il y a quand même eu le témoignage de voisins, des parents du petit Grégory, notamment la fermière qui n'a pas révélé au tout départ qu'elle avait croisé une voiture verte avec quelqu'un qui ressemblait farouchement à Bernard Laroche et avec une jeune fille rousse, parce que tout simplement elle trompait son mari. Il y a eu des témoignages derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, et plus globalement j'en reviens à ma question, comment aujourd'hui juridiquement on peut faire avancer l'enquête, parce qu'il y a quand même... Est-ce que Muriel Boll, finalement, ne souffre pas de stress post-traumatique? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui en fait, a eu un lavage de cerveau? Toute la difficulté dans cette affaire,
et vous venez de mettre le doigt dessus, c'est que le principal suspect a été assassiné. Cette infirmière dont j'ai perdu le nom, qui trompait effectivement son mari, a croisé une voiture qui est une 305. C'est l'infirmière. L'infirmière. C'est l'infirmière. Non, c'est une agricultrice. Fermière. Infirmière. Pardon. Parce qu'il y avait une infirmière On va aussi. pas donner de nom. On va pas donner de nom. Bon, C'est peu l'infirmière importe. qui habite à côté de Ce chez que je nous. veux dire, c'est Madame que Collin. cette femme désigne quelqu'un qui est aujourd'hui décédé, enfin, qui a été tué très vite. Et d'ailleurs, je ne sais plus à quelle occasion, j'avais dit, en tuant Bernard Laroche, Jean-Marie Villemain a tué le dossier. Parce que peut-être qu'un autre juge aurait pris les choses différemment, reconstruit la procédure, et peut-être, in fine, replacé Bernard Laroche en détention, et il aurait été jugé. D'ailleurs, au moment où Bernard Laroche est remis en liberté, il est toujours inculpé. À l'époque, on ne disait pas mis en examen, on disait inculpé. Il était toujours inculpé, et quand il est mort inculpé. Alors, et toute la difficulté dans ce dossier, c'est le geste dramatique qu'a commis Jean-Marie Villemain. On peut le comprendre intellectuellement, on peut le comprendre. On lui désigne le tueur de son fils, on lui dit c'est lui, on le met en prison, puis on le relâche. Donc il ne comprend pas, et il va régler son compte, et en réglant ses comptes, il a tué le dossier. Et ce que je voulais dire, excusez-moi, mais c'est que c'est d'autant plus difficile que qu'est-ce que vous voulez faire? Là, on a une gamine de 15 ans dans cette voiture, admettons que ce soit ça, le scénario. Elle a 15 ans, elle est dans la voiture avec son beau-frère. Vous avez ce témoin qui désigne la voiture tardivement, qui désigne quelqu'un qui ressemble à Bernard Laroche tardivement, à un moment où il est mort. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on en fait? La question que vous posiez, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour faire avancer l'enquête. Vous l'avez assez résumé, quoi. C'est-à-dire que Muriel Boll, il ne faut pas compter sur ni sur un travail de sémantique réanalysé à l'infini, ce qu'elle a pu dire, ne pas dire à divers moments de l'enquête. On ne peut plus trop, à mon avis, compter sur des témoins, y compris, même si je sais que les avocats des parents, plus que les parents d'ailleurs, je crois, espèrent que quelqu'un parlera. Je pense que ce qui est témoignage verbal, on ne peut pas trop compter dessus sur une affaire vieille de 40 ans. Je pense qu'il faut revenir, à mon avis, à ce qui était la politique du premier magistrat, enfin du premier procureur général de Dijon, lors de la réouverture de l'affaire en 2008. Monsieur Bonnet. Voilà, Monsieur Bonnet. Qui tablait sur l'ADN. Et qui tablait sur des preuves scientifiques. Scientifique, pas que l'ADN. Scientifiques. En disant, on ne va pas repartir sur les mêmes errements, c'est-à-dire soit des témoignages, Muriel Boll, soit de la patascience comme la graphologie, parce que c'est quand même pas d'une rigueur scientifique extrême. C'est pas une science exacte, non. La graphologie, quoi. La science peut nous permettre de résoudre l'affaire. Donc peut-être que la science... actuellement, c'est pas possible. À condition que on arrive à la science. Ne soit pas pollué, ce qui est... La science. Si la science n'y arrive pas, on y arrivera. On va rappeler qu'à l'heure actuelle, il y a 9 scellés sur lesquels il y a des ADN neufs, sur lesquels il y a des ADN mélangés, mais que le laboratoire chargé de l'affaire, qui est le fameux laboratoire Outremepuche à Bordeaux, ne peut pas encore identifier. Donc les parents de Grégory, Jean-Marie et Christine tablent sur d'éventuels progrès de la science pour identifier ces ADN mélangés qui figurent sur des pièces très importantes du dossier, comme l'anorak, les cordelettes et d'autres choses qui sont des pièces capitales du dossier. Voilà. Maître Juranin. Madame, dans votre question qui est centrale, il y a deux questions dans votre question. C'est qu'est-ce qu'on fait des témoignages et comment on résout l'affaire. En gros, c'est ça, si j'ai bien compris. Moi, je vais vous donner ma position. Les témoignages, il faut arrêter. J'entends mes confrères avocats de la partie civile dire on supplie ceux qui savent de parler. Ça sert à rien. Parlons pas. Je vais vous dire les choses en toute transparence. Dès l'arrêt dont on me dit que c'est la Bible du dossier, l'arrêt de février 1993. Vous savez, cet arrêt, c'est l'arrêt de non-lieu au bénéfice de Christine Villemain, qui reprend les 25 charges qui pesaient contre elle et qui vient les anéantir les unes après les autres. D'accord ?
Cet arrêt, qu'est-ce qu'il vient dire? Notamment sur les témoignages. Parce que vous le savez, une des charges qui pesait sur Christine Villemain, c'était les témoignages des filles dont on les a appelées les filles de la Poste, qui l'accusaient d'avoir posté le 16 octobre 84 aux alentours de 17h un courrier. Donc la charge qui pesait contre Christine Villemain, c'était que c'était la lettre de revendication. Il s'avère, et c'est ce que retient l'arrêt de 93, que ces témoins se sont soit trompés, puisqu'en réalité, c'était pas le 16 octobre, mais que c'était le 15 octobre, puisqu'elle postait, et ça a été vérifié, une lettre qui était une commande à Verbaudet, vous vous en souvenez, pour les connaisseurs de l'affaire, et que ceux qui étaient là tous les jours disaient l'avoir vu qu'une fois, donc, mais, parce qu'il y a un témoin qui aujourd'hui encore dit « c'était le 16 octobre, j'en suis certaine ». La chambre de l'instruction, enfin la chambre d'accusation à l'époque, dit « oui, mais vous ne l'avez pas dit vu le 15 octobre. Elle est venue une fois, c'était le 15, donc vous avez pu vous tromper. » Et donc, et ce que dit la chambre d'accusation, c'est attention aux témoignages. Dans cette affaire, vous avez des gens qui se trompent de bonne foi. Vous avez des dingues, parce qu'il y en a. Moi, je reçois des courriers très régulièrement de dingues qui me disent avoir été témoins de tel fait ou de tel fait. Et puis, vous en avez en procédure des dingues qui ont été entendus, qui croient avoir vu, qui n'ont rien vu. Donc, l'arrêt de la chambre d'accusation dit attention aux témoignages humains. Mais moi, je vais vous dire, ce qui était vrai en 1993, c'est encore plus vrai en 2024. C'est-à-dire qu'on est quasiment 30 ans après cet arrêt, qui déjà, 10 ans après les faits, disait il ne faut pas tenir compte du témoignage humain. Donc moi, j'ai la faiblesse de dire, mais c'est pas de la faiblesse, c'est de la prudence. On ne résoudra pas l'affaire Grégory sur un témoignage humain. C'est trop dangereux. On a tous attendu, et c'est quand même très malsain, au décès de Michel Laroche. On s'est dit, ça va libérer la parole de Michel Villemain. On s'est, oui, lapsus. Au décès de Michel Villemain, on s'est dit, de camp, hein. Les grands-parents également. non mais on s'est dit, attendez, on s'est dit, ça va libérer la parole des grands-parents. Au décès des grands-parents. Alors, aujourd'hui, on me dit, c'était pas dans le bon ordre. Enfin, quand même, on a des décès, personne n'a parlé. Personne n'a rien dit. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, 40 ans plus tard, quelqu'un vienne dire quoi que ce soit? Et si tant est que ce soit le cas, quelle crédibilité on pourrait apporter à ce témoignage? Donc moi je dis, mais comme M. Bonnet, procureur général, avant M. Bosc à la cour d'appel de Dijon, comme Christophe Gobin, Artoum, attention. Cette affaire ne peut se résoudre que par la science. Alors la science aujourd'hui, elle est claire. Il y a 3 éléments. 3. Je ne vous parle même pas de la graphologie. En 93, la reine dit... Non, on parle de la science. Non, mais, oui, mais en 93, parce que je rappelle, vous avez 7 experts qui attribuent la lettre de revendication à Christine Villemain. C'est une décharge. La chambre d'accusation écrit la graphologie. Ils ne l'écrivent pas comme ça, mais permettez-moi de vous dire, c'est de la merde. C'est pas comme ça que c'est écrit. C'est marqué, que c'est remis en cause, que ça sert à rien. En tout cas, c'est pas suffisant quand il n'y a que ça. Ah, c'est pas ce qu'ils écrivent. Non, mais moi je le dis. Ils écrivent que c'est de la merde. Alors, avec un terme différent. Ils n'ont pas tort. Ils disent que c'est pas fiable. Mais ils disent que c'est pas fiable. Et surtout, Mais ce qui n'est pas fiable en 93, il ne l'est pas plus en 2017 ou en 2024. C'est la même technique. et surtout, on s'est aperçu, à l'occasion du procès notamment, et ça figure dans le dossier, qu'il y a plein de corbeaux dans ces villages. Ils ont tous, à un moment donné... Là, c'était que sur la lettre de revendication. Oui, d'accord, mais des lettres, il y en a eu... Enfin, la lettre de revendication, au jour où je vous parle, elle a été attribuée à 3 personnes différentes. Par les Ce sont des personnes qui ont aussi bénéficié d'une scolarité identique Ah bah alors, dans les villages Oui, ça et avait qui été. ont un mode d'écriture. Mais vous avez tout compris. Oui, ça avait été. Mais vous avez tout compris. C'est-à-dire que c'était... Vous savez, il y a eu une expertise en stylométrie. Vous vous souvenez, la stylométrie, c'est quoi? On le fait même pas en France. C'est en Suisse. Ça a coûté 38 000 € quand même, ou 36 000, enfin, peu importe. Ça a coûté un paquet d'argent. Mais dès le départ, j'ai dit, mais ça sert à rien. Peut-être expliquer ce que... Oui, alors, la stylométrie, c'est étudier le style des lettres et d'essayer de l'attribuer à quelqu'un en fonction de son style. Ce que j'ai dit, mais vous pouvez relire tous mes interviews à ce moment-là, j'ai dit la même chose que vous. C'est Anna, c'est ça? Anna, j'ai dit la même chose que vous.
J'ai dit, mais attendez, on se moque du monde. Ils habitent tous dans 20 km². Ils ont tous peu ou prou fréquenté les mêmes établissements scolaires. Ils ont tous peu ou prou eu les mêmes maîtresses. Ils ont tous peu ou prou travaillé dans les mêmes usines. Ils sont tous dans le même noyau. Donc, ils ont la même culture. Qu'est-ce que vous allez dépenser 36 000 ou 38 000 euros dans un truc qui ne donnera rien? Parce qu'ils ont tous le même style. Donc, aujourd'hui, la science, c'est quoi? Il y en a 3. Je reviens à mon propos initial. Pour moi, il y a, alors 9, pour moi c'est 8, mais peu importe. Il y a 8 ADN non identifiés, isolés, mais qui sont non identifiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne matchent pas avec l'intégralité des personnes qui ont été prélevées, plus de 400. C'est-à-dire la famille, tous les acteurs de ce procès. Ça ne matche pas avec ça. Ça ne matche pas non plus avec le fichier national des empreintes génétiques, le FNAEG. Donc, c'est des gens pas connus. Donc, c'est des gens qui ne sont pas dans la famille, qui ne sont pas dans l'entourage et qui ne sont pas connus par la justice. Voilà. Alors, ça matchera peut-être un jour s'il y en a un qui se fait arrêter. Est-ce que ça peut pas être un pompier s'ils n'ont pas... Non, ils ont été prélevés, les tous, pompiers, tous. les juges, les avocats, les greffiers, les journalistes. Il y en a peut-être un. Vous avez Il y a été peut-être prélevé, un dans vous. le lot qui n'a pas été prélevé. Oui, alors il y a peut-être un loupé. Mais en gros, Ouais. ça ne matche pas avec les plus de 400 ADN qui ont été prélevés. Ça ne matche pas avec le FNEC. Donc là, c'est pas une question de chance, c'est une question de chance. C'est-à-dire qu'il faut attendre qu'un jour ça matche. Puis après, on va les interroger. Pourquoi il y a votre ADN sur tel élément, tel élément. Et puis, et c'est ça le plus important, il y a ce qu'on appelle les ADN mélangés. C'est-à-dire que vous avez, sur un certain nombre de scellés, des ADN mélangés. Et aujourd'hui, la science, au moment où je vous parle, mais peut-être que dans 6 mois, ce que je viens de vous dire ne sera plus vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de les démêler. Je prends cette expression. De les démêler pour les isoler, les individualiser. Donc, on ne peut pas avoir de comparaison. Alors, on est capable d'exclure. Alors, on en a exclu plein. Mais pas Michel Villemain. Vous voyez, Michel Villemain, c'est le seul dont on dit, lui, il n'est pas exclu. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Aujourd'hui, la science n'est pas capable de les démêler. Et alors, troisième élément scientifique, ben, c'est évidemment les analyses vocales. C'est-à-dire que, même si je vais vous dire ce que j'en pense dans 2 secondes, les analyses vocales, c'est-à-dire qu'on nous demande, on a aujourd'hui une étude de faisabilité pour savoir si la science a suffisamment évolué pour permettre d'identifier le corbeau. Mais j'ai envie de vous dire, à quoi ça va servir? Parce que des corbeaux, et là tu as raison Michel, moi j'en ai dénombré au moins 12. Personnes qui ont reconnu avoir joué au corbeau. C'est-à-dire qu'on a dans cette affaire un corbeau initial, puis ensuite ils vont tous jouer au corbeau, ou plus ou moins. On a un corbeau écrit. Il y a 3 lettres. Il n'y en a pas beaucoup de lettres, hein, il y en a 4. Et là, on sait que c'est la même personne. Ouais. C'est celle qui revendique le crime avec la 4e lettre. Sauf pour les graphologues, parce que pour les graphologues, c'est pas la même. C'est Non, enfin, ça, je pense Ça, qu'on a dit tout Mais- le mal qu'on pensait. les Enfin, on a graphologues. mis en examen Jacqueline Jacob, notamment là-dessus. Et pour le vocal, effectivement, les coups de fil, il y en a plein qui ont donné des coups de fil. Les grands-parents, c'était un tsunami de coups de fil qu'ils ont reçu, quoi. Et les analyses vocales, elles ne sont pas d'une fiabilité sans borne. C'est-à-dire que autant l'ADN, on n'est pas arrivé à déterminer une sorte d'ADN vocal qui serait... Surtout que la voix est maquillée. Ouais, et qui pourrait être reconnu même si la voix est maquillée et qui serait quelque chose qui serait unique à une personne. Donc c'est pas d'une fiabilité extrême. Donc, merci pour vos réponses. Et juste une dernière question pour justement parler de la science et de l'ADN, parce que c'est finalement la réponse, hein, on va dire, au fait La dernière chance. ouais, voilà, la dernière chance. On sait tous que Bernard Laroche est né dans des circonstances particulières où sa maman est décédée en lui donnant naissance, en couche, tout en sachant que c'est le grand-père du petit Grégory avait couché avec sa maman. Est-ce que justement ça vaudrait pas le coup, je sais pas, hein, au niveau judiciaire et au niveau de procédure, si c'est possible, mais on peut pas retracer aussi la généalogie de toutes ces familles-là, parce que Ça en a fait, été fait. Ça a été fait. Ouais. Tout ce qui est Mais ADN, tout a tout été ce qui est fait. paternité, tout ça a été établi y depuis compris des pour années. Bernard Ouais. Laroche. Ouais. Ça a été établi depuis des années. Donc, D'accord. le problème de l'ADN sur les Ce éventuelles dossier a eu au moins le paternités, mérite c'est de réglé. montrer qu'ils étaient tous les enfants de leur propre père. D'accord. Je voulais avoir Ce qui est une chance. Ce qui est à l'époque une chance. Comment ça se fait avec donc
les pièces à conviction que l'on a. Il faut parler dans le micro, excusez-moi. Ah, pardon. Oui. Que l'on n'ait pas réussi à mettre un nom. Ou, parce qu'il y a quand même eu la cordelette, il y a eu le timbre, il y a Non, mais le cheveu. C'est en fait c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est que sur ces pièces capitales dans le dossier, on a des ADN mais qui sont mélangés. D'accord, je vais dire n'importe quoi, sur une cordelette, on a 3 ADN mélangés et on ne peut pas individualiser chacun de ces 3 ADN pour le moment. Mais c'est peut-être quelque chose que le laboratoire d'Outremepuige pourra réaliser dans 6 mois ou dans un an. N'oubliez pas une chose, c'est qu'en 84, l'ADN, ça n'existe pas. Oui, ça je le savais, mais maintenant... Quand on prend les scellés, quand on prend les éléments de preuve, on ne prend pas les précautions qu'on prend maintenant, parce qu'on ne sait pas que ça va exister. Exactement. Donc, ce qui explique que sur beaucoup de pièces, déjà, on va retrouver des ADN qui sont parasites. Je crois qu'on a retrouvé des ADN de gendarmes ou sur des éléments de vêtements de Grégory. Quoi. Ce qui est normal. Ce qui est tout à fait logique, puisqu'ils ne pouvaient pas deviner, comme les gendarmes ne pouvaient pas deviner que l'avocat serait obligatoire 20 ans après, lorsqu'ils mettent en garde à vue Muriel Boll, ils ne peuvent pas deviner non plus que dans 20 ans, il va y avoir de l'ADN. Donc, ils n'ont pas pris les précautions nécessaires, ce qui fait que la science actuelle est obligée de faire avec les lacunes des constatations d'il y a 40 ans. Voilà. Tout le monde a touché à ces scellés. On parlait du timbre tout à l'heure. La conservation. C'est pareil. Quelqu'un lèche un timbre, on a son ADN instantanément et le problème est réglé. Là, il a été analysé combien de fois ce timbre des dizaines. Alors, pour la première fois en 2000. Oui, mais... Puisqu'ils en avaient pris une moitié. Parce que la moitié qu'ils analysaient à cette époque-là était détruite. Donc, ils ont gardé l'autre moitié pour. Mais ce que tu disais, et tu avais parfaitement raison, c'est qu'au moment où on saisit tous ces scellés, il n'y a pas un gendarme qui peut imaginer qu'ils serviront un jour pour des prélèvements ADN. Donc, ils ne prennent pas les gants, enfin, comme on le voit dans les films, c'est dans la vraie vie aujourd'hui, c'est comme ça. Les policiers, quand ils arrivent sur une scène de crime, ils mettent les chaussons, ils mettent une combinaison, ils mettent des gants, ils gèlent la scène de crime, personne ne rentre, personne ne touche à rien. On gèle les lieux et la police technique et scientifique fait tous les prélèvements sur place. Et là, on arrive à avoir des résultats fantastiques. D'ailleurs, on le voit tous les jours. À l'époque, effectivement, c'était pas du tout comme ça. Et ça a duré très longtemps, c'est même pire que ça, puisque en 2000, à la deuxième réouverture, donc en 2008, sur un scellé important de l'affaire, on a retrouvé l'ADN de Jean-François Pontellier, qui était le président de la Chambre de l'instruction avant Claire Barbier. Donc ça veut dire que même jusqu'en 2008 ou 2010, la justice est complètement passée au travers. Il y avait encore des erreurs comme ça qui étaient commises. En fait, parce que les scellés n'étaient pas... Aujourd'hui, la police scientifique, ce que vous dit Michel Marie, c'est vrai, vous voyez, il y a un gel de la scène de crime, ils arrivent tous habillés comme des cosmonautes, personne ne rentre, personne ne sort. Les gendarmes font les prélèvements et les prélèvements qui sont faits, ils sont immédiatement isolés. C'est-à-dire placés sous scellé, dans du papier craft, etc. À l'époque, vous aviez des scellés ouverts. C'est-à-dire que vous avez des lettres, vous aviez une pochette, la lettre agrafée dessus, scellée, tout le monde pouvait le toucher. Ne serait-ce que la photo, elle serait plus possible maintenant, ce ne serait pas 2 pompiers. Les pompiers n'iraient pas toucher le corps. Ah, bah bien sûr. Ben non. Ce seraient des gendarmes qui seraient allés, et puis il n'y aurait pas eu un photographe en bordure pour pouvoir prendre des photos. On aurait été à des kilomètres. Johan, une question? Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans cette affaire, c'est... J'avais une question par rapport au juge Jean-Michel Lambert, qui a été propulsé en 1984 sous les feux des projecteurs dans l'affaire Grégory, et qui, suite à la relance de cette affaire en 2017, s'est suicidé un mois après. Alors, je ne sais pas si c'est... Quelle était votre question C'était justement ma question. D'accord. Bah, c'est vrai, ce que vous venez de dire est exact, mais effectivement, je ne sais pas quelle est votre question. Vous voulez savoir pourquoi il s'est suicidé? Oui, ça n'avait pas un rapport avec... Ben, il l'a écrit. Il le dit, oui. Dans les lettres qu'il transmet au moment de son suicide, il explique que c'est la relance de l'affaire qui est intervenue un mois avant qu'il pousse à faire ce geste. Non, c'est pas du tout ça qu'il dit. Il dit, non mais le courrier est précis, il dit, la réouverture, tout le monde sait comment se terminera cette réouverture, ça frappe shit, donc la réouverture de 2017, il avait donc totalement raison. Elle n'est pas refermée, pour l'instant on ne sait pas. Ah bah si,
Ah, je veux dire, 2017, c'est pas fini. que- Hein. c'est parce que c'est pas- Non, mais ça- on parlera oui, peut-être de 2017. 2026, Oui, d'accord. 2027. Ouais. Mais ça l'est. Oui, Bon, d'accord. vous êtes mieux placé que moi, mais Oui, non, ok. la réouverture, tout le monde sait comment elle se terminera, ça fera pchit. Il faudra trouver un bouc émissaire, et je sais sur qui ça retombera. Et je ne le supporte pas. Parce que le juge Lambert avait compris que 2017, c'était du vent, que ça allait se terminer en eau de boudin, et qu'on allait encore lui remettre tout sur le dos. Mais c'est quand même à cause de cette lettre qu'il se suicide. Je voudrais ajouter quand même quelque chose. Quand même à cause de la Il y a un écrit du président Simon, c'est ça, hein, qui fait des commentaires peu élogieux sur le travail du juge Lambert à l'époque de 84. Le juge Simon a pris l'affaire bien après, considérant que le juge Lambert n'avait pas forcément très bien fait son travail, ce qui n'est pas complètement faux. Or, le juge Lambert avait une très haute opinion de lui-même, et lorsqu'il a découvert le regard, les propos tenus par son successeur, il ne l'a pas supporté. Et vous savez comme moi, quand les gens se suicident, généralement, c'est pas une monocause, enfin, c'est pas pour une seule cause. Je pense qu'il y avait tout un tas de choses qui n'allaient pas à l'intérieur de lui-même, et que ça a peut-être été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et effectivement, il s'est suicidé dans son appartement en 2010. Sur Simon, c'était les carnets, c'était les extraits de carnets qui avaient été pris et qui ont été publiés par BFM à l'époque. Mais il a pris connaissance du regard que portait le juge Simon sur lui, sur mais son c'est travail. vrai que c'était assez étonnant qu'il se suicide suite à ça. Il n'y a pas que ça. Oui, il y a vrai. Jean-Marie a totalement raison. Un suicide, c'est toujours multifactoriel. Il n'y a pas une raison, mais il y a souvent un détonateur, quelque chose qui fait basculer, quoi. Et c'est un peu étonnant que cette chose qui les fait basculer ait pu être, parce que il savait que Simon le tenait en piètre estime, ça il le savait, quoi. Il avait passé des épreuves plus terribles que ça, que cette publication sur BFM, sachant qu'en plus, en aparté, sur les carnets Simon, qui doivent faire à peu près 150 pages, entre 130 et 150 pages, il doit y avoir 4 ou 5 phrases sur Lambert. Donc, autant dire quasi Ils sont pas très sympathiques. Qui sont pas très sympathiques, et que BFM a extrait. Mais l'essentiel des carnets Simon n'est pas une autopsie de l'enquête. Non, c'est pas Non, mais ils sont intéressants, les carnets du Ils sont juge très Simon. intéressants, Parce que il permet d'entrer dans la tête du juge durant tout le temps où il a eu le dossier entre les mains. Et pour en venir à Lambert, effectivement, ce qui l'a vraisemblablement fait basculer, c'est ce que dit Maître Jurana, c'est l'impression qu'il allait servir à nouveau de bouc émissaire. Parce que quelles que soient les erreurs qu'il ait pu commettre durant la première phase de l'instruction, il n'est pas le seul à en avoir commis. Non. Je pense que côté gendarmerie, côté PJ, voire côté presse, c'est pas mal non plus, quoi. Mais personne n'a été attaqué comme lui l'a été. Non. Personne. Je crois même peut-être personne dans l'histoire judiciaire n'a été attaqué comme il a été attaqué. Doutreau. Le juge Doutreau, effectivement, qui a eu une promotion, a été attaqué. Mais Lambert aussi, C'est il a vrai. eu des Alors, promotions. Non, il n'a pas eu de Ah non, Il a eu des bons ruraux, je crois, ou un truc comme ça. tu parles d'une promotion. Claude, on vous écoute. Savoir, parce que c'est un peu désolant, ça fait 40 ans que... Merci. Ça, c'est une info. C'est vrai. Ça, c'est une info. Pire que ça. On en parle encore. Je voulais savoir si elle nous passionne, bien entendu, tous. Et je voulais savoir si la nouvelle génération est tout aussi passionnée. Elle a pris ça Par l'affaire Grégory par l'affaire Grégory que nous, on peut l'être. Je pense pas. Alors, sachant que beaucoup ont découvert l'affaire grâce à la série Netflix, qui a été faite il y a 2 ou 3 ans. Elle restera dans l'histoire. Alors, Michel, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la jeune génération? Je pense que la jeune génération pose un regard complètement différent, à la fois sur notre travail, sur les faits divers en général. Mais je pense que le fait divers intéresse la jeune génération. Le fait divers, en général, intéresse la jeune génération. Ça, j'en suis persuadé. Est-ce que l'affaire Grégory passionne les mômes de 15 ans, de 18 ans aujourd'hui? Honnêtement, j'en sais rien. Il faudrait faire un sondage. Mais
Cette affaire, quand même, elle est quand même incroyable. On est 40 ans plus tard. Moi, j'avais 28 ans quand j'ai mis les pieds pour la première fois sur les bords de la Vologne. J'en ai 68 aujourd'hui et je suis encore en train d'en parler quasiment in situ. Encore que ce soir, je vais sur Épinal. C'est quand même un fait divers. Il est unique dans les annales judiciaires. Il n'y a pas une affaire qui ait fait autant couler d'encre, qui ait fait autant, et qui sont encore ouvertes parce qu'elle n'est toujours pas terminée. Il y a des analyses en cours, il se passe encore des choses. Après, ça fera ce que ça fera, j'en sais rien. Une fois de plus, j'ai pas de boule de cristal. Mais cette affaire est complètement folle depuis le début. À la fois par le comportement à la fois des gendarmes, du juge, des journalistes, on peut volontiers se mettre dans le lot, de certains avocats aussi. Enfin, il y a eu des erreurs probablement de comportement. On a tous été un peu débordés par l'ampleur que prenait ce fait divers. Enfin, et je pense qu'aujourd'hui, ce serait vraiment plus possible de travailler comme on travaillait à l'époque. Maintenant, pour répondre clairement à votre question, je ne sais pas. Oui, je pense que c'est quand même une affaire qui est rentrée dans l'histoire et dont on parlera, je pense, encore longtemps. Alors, bonjour. Le secret, donc, depuis 40 ans, il doit porter et à se porter. Les gens concernés doivent se lever chaque matin en se rappelant quand même les événements. Et ma question est la suivante. J'ai bien compris qu'il n'y aura pas de déclaration de vive voix et elle ne sera pas crédible de la part des intervenants. Par contre, on ne peut pas imaginer que quelqu'un, pour libérer sa conscience, écrive et puis qu'on ouvre et qu'on transmette, par exemple, à un notaire un document écrit en racontant les faits pour que, post-mortem, on ait des informations précises. Est-ce que vous pensez que quelqu'un pourrait, parce qu'il est pratiquant ou parce qu'il croit en un rédempteur qui existe peut-être, qu'on aura quelque chose de cette nature-là pour avoir... Michel, je pense qu'il ne faut pas croire au Père Noël, d'une part, et d'autre part, la majorité des protagonistes dans cette affaire sont morts. Donc, et plus le temps passe, plus ceux qui détenaient un éventuel secret de famille ont disparu. Les parents de Jean-Marie sont morts. Savent, partent. Les deux frères sont morts aussi. Et vous savez il reste le plus grand monde qui est dans la boucle de ceux qui étaient capables d'éclairer la lanterne de la justice. Les Jacob, ils sont bien vivants. Les Jacob sont toujours vivants. Mais bien vivants. Et alors, concernant les écrits, vous ne croyez pas, c'est bien lire. Vous nous dites, les gens ne veulent pas parler, mais pourquoi ils n'écriraient pas devant notaire, etc., pour dire au moment de ma mort, vous ouvrez ça et vous le rendez public. Mais mon client, il l'a fait. Tenez-vous bien. Vous êtes bien assis. Il a écrit « Je suis innocent à 100%. » Le problème, c'est que ce n'était pas la veille de sa mort. Attendez. C'était la veille d'un autre événement. Sauf qu'il ne sait pas à quel moment il va mourir. Il écrit « Je suis innocent à 100%. » Il met ça dans son garage, dans une pochette à 4. Lors d'une perquisition, 14 juin 2017, on retrouve cet écrit. Vous savez qu'on lui en a fait une charge? Vous avez écrit... C'est quand même curieux, oui. C'est curieux. Attendez. Non mais on se fout de qui? Il aurait écrit j'ouvre mon cœur, je suis coupable, je reconnais. Ok? Mais là, le type écrit je suis innocent à 100% et on en fait une charge. Enfin, même la plus petite des 25 charges de Christine Villemain était plus solide que celle-ci. Stéphane. Quand même. Stéphane, est-ce que tu as caché quelque part dans ton garage? Mais c'est pas caché. C'est pas toi qui as enlevé je ne sais trop qui, le baron Empin. Mais moi, je suis pas le grand-oncle. Moi, j'ai pas été auditionné 4 fois. Moi, on m'a pas prélevé mon ADN 2 fois. Je trouve ça extrêmement... On allait prélever ton ADN. Je trouve ça très curieux. Non. Alors déjà, c'est le lendemain. On prélève son ADN. Il a déjà été entendu 4 fois. Et il dit... Attendez, les erreurs d'ADN, on en a vu dans tous les dossiers. Enfin, il était très proche. Il écrit « Je suis innocent à 100%. » Et on en fait une charge. Non, mais on marche sur la tête. Ça vous interroge pas que ça puisse interroger? Mais moi, ça m'interroge pas. Ce qui m'interroge, c'est qu'on soit assez dingue pour soupçonner quelqu'un qui écrit « Je suis innocent à 100%. » Stéphane, tu es son avocat. Tu es l'avocat des Jacob, ça on le sait. Et tu fais ton travail, tu as défendu merveilleusement bien ces gens, puisqu'ils ont de toute façon été totalement blanchis. Ça, c'est donc sûr. on va pas... Ils n'ont pas été blanchis.
Bon, enfin, ils sont. Ils ont été blanchis. Ils ont été non inculpés. Oui, ils ont été. La remise en examen a été annulée suite à des procédures. Non. Alors ça, je ne veux pas le laisser passer. Non. Alors, allez-y. Mais je vais y revenir. Je reviens dans 2 secondes. Reviens-y si tu veux. Non. Ce que je veux dire, c'est que la démarche, même si on est proche de la famille Villemain, la démarche d'écrire « je suis totalement innocent » me semble curieuse. Donc c'est coupable. J'ai écrit « je suis innocent à 100%. » Ça pose question. J'ai pas dit ça, ça pose... Non mais ça démarche. Attendez. Ça démarche. On est... Mais elle est bizarre. Non mais attendez. On est à la veille ou au lendemain d'un prélèvement ADN massif dans la famille. D'accord ? Il est entendu par le juge Chimon pour la Xème fois. Ouais. Il a été entendu par le juge Chimon, par les gendarmes, etc. On peut entendre qu'on trouve ça bizarre. Mais moi, je vous réponds. Marcel Jacob, il dit, il y en a marre. Qu'est-ce qu'on me veut? On vient prendre mon ADN, on m'entend sans arrêt. Je suis suspect ou quoi? Et il écrit, je suis innocent à 100%. Voilà. Parce que quand même. Curieux. Ah ben c'est curieux. Il a l'impression d'être suspect, il se défend. Il n'a pas d'avocat à l'époque, il l'écrit. C'était pour répondre à votre écrit. Non mais pour vous dire, on n'attend pas que les gens écrivent qu'ils sont coupables. On leur reproche d'écrire qu'ils sont innocents. On aurait préféré qu'il écrive qu'il était coupable. Ah bah ça, mais encore faut-il en discuter. Parce que, non, il y a quelque chose que je peux plus laisser passer. Qu'est-ce donc? Ah mais c'est assez simple. Vous dites, Christophe Gobin, que les époux Jacob n'ont pas été blanchis, mais que leur mise en examen a été annulée. Oui, vous avez raison. Ah. Et vous dites que cette mise en examen a été annulée pour vice de forme. Alors, j'ai pas dit que le vice de forme était... Oui, vous avez dit. Pour vice de forme, mais j'ai pas dit que ce vice de forme était pas justifié. Mais attendez, heureusement, vous n'êtes pas au-dessus de la Cour de cassation non plus. Non, j'en suis bien en dessous. Donc, vous dites ça. Sous-entendu, oui, enfin, le juge a oublié une virgule, ils s'en sont sortis comme ça. Ou sous-entendu, leur avocat a bien fait son boulot, ils s'en sont sortis comme ça. Attendez, moi, je veux revenir quand même sur un certain nombre de points. Je veux rappeler que la forme, quand même, dans cette affaire, elle a bénéficié à tout le monde. Elle a bénéficié à Bernard Laroche, à l'époque où des expertises graphologiques ont été annulées parce que l'expert avait été désigné, vous vous en souvenez, par les gendarmes qui sont passés par le juge. Mais ce n'est pas le seul. Les preuves de forme, ils ont aussi bénéficié à Christine Villemain. On vous écoute. Dont je rappelle qu'elle avait été renvoyée devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, non pas par le juge Lambert, comme on peut le lire tout le temps, mais par la chambre d'accusation de Nancy, 3 magistrats. Pourvoi en cassation. La Cour de cassation casse cet arrêt. Elle ne le casse pas en disant que Christine Villemain est innocente. Elle le casse parce qu'il y a 3 problèmes de forme. Un, sur la désignation, là encore, d'experts, qui pose problème. Un, parce qu'un co-expert n'a pas signé un rapport. Des actes assez périphériques. Voilà, des actes assez précis. Et donc la Cour de cassation, qui ne vérifie que la forme, casse et renvoie à Dijon, parce qu'elle veut dépayser le dossier, en disant vous enlevez ces actes-là, vous continuez, et si vous confirmez la décision de renvoi, ça sera devant la cour d'assises de la Côte d'Or. On en vient au Jacob. Au Jacob. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai raconté tout à l'heure, j'arrive le 14, je vais appeler le 14 juin. Mercredi, jeudi, vendredi, je suis devant la cour d'assises des Vosges, donc 14, 15, 16. Le 16, je me rends à Dijon. Je rencontre Madame Barbier, présidente de la chambre de l'instruction. Elle est seule. Et elle me dit, je vais mettre en examen votre client. Je lui dis, vous allez mettre en examen votre client, vous? Elle me répond oui. Je lui dis, allez-y, madame. Si vous voulez que je vous dise, elle est toute seule. Je lui dis, ce que vous faites est une ignominie, parce que vous jetez en pâture sur la base de rien, et vous connaissez le retentissement médiatique de cette affaire, vous allez jeter en pâture le nom de mon client. Oui, je le fais, ok. Et elle me dit, et il est placé en détention provisoire. J'ai pas la parole à ce moment-là, sur le placement en détention. Elle me dit, vous viendrez vous expliquer le 20 juin prochain, donc le mardi, 4 jours plus tard, devant la chambre de l'instruction, c'est-à-dire Madame Barbier et 2 assesseurs. D'accord? Donc j'arrive, inutile de vous dire qu'entre le 16 et le 20, je ne dors pas, parce que quand vous avez un dossier qui fait des dizaines de milliers de pages, vous n'avez pas le temps de dormir en 3 jours.
Moi, j'en connaissais rien à l'époque, de l'affaire Grégory. J'étais comme vous, peut-être moins passionné que vous. Hein. Non, ils sont champions. Oui, non, mais c'est pour vous le dire. J'arrive, je bosse, j'arrive devant la chambre de l'instruction, elles sont 3. Thierry Moser, avocat des parents de Grégory, plaide. Monsieur Bosque, procureur général, requiert le placement en détention provisoire de Marcel Jacob. J'avoue, je suis sympa, pas très convaincant, mais ils le font. J'ai l'impression que pour eux, les dés sont joués d'avance. Et Madame Barbier fait son rapport, très à charge. Évidemment qu'elle fait un rapport à charge. Elle vient 4 jours plus tôt, toute seule, de mettre en examen Marcel Jacob. Et moi, je dis, mais madame, ça ne va pas se passer comme ça, je vais plaider quand même. Et je plaide 2 bonnes heures. Et je reprends l'affaire à partir du 16 octobre 84, et notamment le 20 octobre sur la vérification de l'alibi de Marcel Jacob et de son audition, jusqu'en 2017. Et je reprends tout, ça dure 2 heures. Et là, les 2 assesseurs ne sont pas d'accord avec Madame Barbier. Madame Barbier, il y a 4 jours avant, elle a pris sa décision. C'est mis en examen, détention. Marcel Jacob est remis immédiatement en liberté. Pourquoi ? Parce que manifestement, les 2 mettent en minorité la présidente. Et je les ai réussi à les convaincre. Mais je n'ai pas réussi à les convaincre par un tour de magie. J'ai réussi à les convaincre avec les éléments factuels du dossier. Et rien d'autre. Ça veut dire quoi quand on dit que c'est un problème de forme ? Non, ça n'est pas un problème de forme. C'est qu'une dame toute seule, présidente de chambre de l'instruction, a cru pouvoir prendre une décision seule, alors que la loi oblige qu'il soit 3 pour la prendre. La loi, donc c'est bien un problème de procédure. Mais non, mais c'est pas un problème de procédure. Si la loi avait été respectée, si 3 magistrats avaient été consultés, preuve en est que j'aurais peut-être même pas été mis en examen et que je serais pas là pour vous parler. Ça, on peut pas savoir. Mais si, puisque le mardi me donne raison. Je suis pour sur le vice de procédure. Mais c'est pas le vice de procédure le mardi, c'est la détention. Sur la détention, mais pas sur la mise en examen. Mais non, mais c'est trop tard. Elle a Après, lieu. Mais sauf que je la ferai annuler après. On peut que déplorer. Là, je suis d'accord avec toi qu'effectivement, la forme, c'est pas que de la forme et que un problème de virgule, et qu'il y a aussi des droits derrière, et qu'il y a aussi des garanties de bonne justice. Donc, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ça reste quand même un problème de procédure. Le fait de ne pas envoyer les Jacob en détention n'a pas été pris uniquement. Non, mais monsieur Levin, je vous mets en examen. Tenez, je vous mets moi en examen pour l'assassinat de Grégory. Je vous prends comme avocat. C'est un problème de forme, j'ai pas le pouvoir de le faire. Mais je suis d'accord avec toi, tu n'as pas le pouvoir de le faire, mais ce qui ne signifie pas que je ne suis pas coupable. La mise en examen des Jacob n'a pas été annulée sur le fond du dossier. Mais on ne sait pas ce qu'on demandait à la Cour. Mais pour un problème de procédure. Oui, alors, il faut en convenir. Bon, j'ai bien compris votre camp, monsieur Nicolas. Non, mais attendez, on va aller plus loin. Je vous rappelle, c'est vous qui avez pris l'interview. Vous devriez vous en souvenir. Interview de monsieur Bosque, 1 mois après l'annulation de la mise en examen des époux Jacob. Oui, il annonce qu'il va y avoir. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Il annonce qu'il va y très certainement y avoir. Non, il vous dit dans moins d'1 mois, ils seront remis en examen. C'est pas aussi clair que ça. Ouais, c'est ce que ça veut dire. Il dit pas 1 mois, mais il dit on va les remettre en examen. Oui, on est 7 ans après. D'accord ? J'attends. Avec impatience. Il n'est plus procureur. Non, mais tu as raison sur le fond du. Mais non, c'est. Sur moi, je veux bien ce qu'on veut. Quand les problèmes de forme profitent aux Jacob, c'est des problèmes de forme. Quand ils profitent à Christine Villemin, c'est normal. Quand ils profitent à Bernard Laroche, c'est normal. Mais ça a toujours été. Ça doit être normal pour tout le monde. Ça a toujours été écrit que Bernard Laroche avait bénéficié d'un vice de procédure pour les analyses graphologiques. Sauf que ça va plus loin que ça. La question est plus ou moins la même que celle de monsieur, à savoir, ne peut-on pas espérer des confessions étayées par des preuves, puisqu'à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, on dit oui, ça peut être la vérité, mais ça peut être un mensonge déguisé, et donc c'est remis en question. Des confessions étayées par des preuves, parce qu'a priori, toute cette famille-là s'est montée la tête jusqu'à en arriver à dire, pour faire mal à cette personne, on va s'en prendre à son fils, et personne, à un moment donné, n'a dit, stop, on est en train de délirer, on ne va pas tuer un gamin de 4 ans. Il peut y avoir effectivement des gens qui, motivés par une mort prochaine, une rédemption ou je ne sais quoi, pourraient se dénoncer ou dénoncer quelqu'un en ayant des preuves matérielles de ce qu'ils avancent. Alors c'est l'affaire Grégory, donc rien n'est impossible dans l'affaire Grégory. Peut-être, mais c'est fort peu probable que quelqu'un, sur son lit de mort ou dans un dernier élan
croyance ou de rédemption viennent accuser ou s'auto-accuser, ça paraît peu probable. Et qu'en plus, ils viennent avec des preuves. Voilà, on est vraiment... c'est très, très, très peu probable. Mais comme c'est l'affaire Grégory et qu'effectivement, dans cette affaire, les choses ne se déroulent jamais comme on les attend, et de façon... En plus, le milieu familial et les personnalités des protagonistes sortent quand même de l'ordinaire, on ne peut rien exclure, quoi. En revanche, ça paraît peu probable. Et madame a raison, c'est arrivé d'ailleurs. L'église, le carnet de l'église. Oui. Vous vous souvenez de cet épisode? Oui. Il y a un carnet dans l'église. Et un jour, après le rebondissement de 2017, on est dans le rebondissement de 2017, il y a une dame qui va à la messe, qui veut mettre un mot sur le carnet de l'église, et qu'est-ce qu'elle voit? J'étais bien avec Bernard Laroche le 16 octobre 84, et on a enlevé Grégory. Signé Muriel Boll. MB. Pardon. MB. Ah bah oui, non, signé MB. Il faut être précis. Ah! Branle-bas de combat. Je me souviens que ça y est, l'affaire était résolue. Tout le monde était là. Tout le monde Elle est un écrit, un aveu, vous voyez. Il y avait une preuve matérielle. Attendez, j'y vais. Tout le monde c'était jackpot. Paf, on envoie la page du carnet d'église à Doutremepuich. Doutremepuich est l'expert ADN. À Bordeaux. Conclusion, il y a l'ADN de Muriel Boll. Dans un mélange. Donc, non, mais la conclusion, c'était il y a l'ADN de Muriel Boll. Il y a l'ADN de Muriel Boll dans un mélange dans lequel figure également l'ADN de M. Formet, qui est un magistrat qui est intervenu 6 mois dans le dossier, et l'ADN d'une expert en écriture. Oui. À partir de ce moment, Mme Barbier, présidente de chambre de l'instruction, se dit c'est quand même bizarre, ces deux ADN-là. Qu'ils soient tous les trois ensemble à dimanche à la messe. Donc en fait, le jour de l'interpellation des Jacob, Muriel Boll, le même jour, est convoquée pour aller se faire un nouveau prélèvement. Voilà. On fait un nouveau prélèvement de Muriel Boll d'ADN, et là on s'aperçoit que, alors qu'elle avait été prélevée sur une base d'un ADN à 15 segments en décembre 2009, là elle est prélevée sur un prélèvement à 22 segments, et on s'aperçoit que ce n'est plus effectivement l'ADN de Muriel Boll qui figure dans ce mélange. Bon, vous n'avez rien compris, c'est normal. Justement, c'est ce que j'allais dire. Tout ce qu'ils viennent de raconter en une phrase, en une phrase, et il a parfaitement raison d'ailleurs, c'est comme ça que c'est passé, c'est que l'ADN qu'on croyait détenir de Muriel Boll n'était plus le bon. Donc l'ADN retrouvé sur cette fameuse lettre dans l'église n'était pas l'ADN de Muriel Boll. Tout ça pour vous dire, madame, c'est qu'on a cru, là. On s'est dit, oh, jackpot, Muriel Boll a ouvert son cœur, son âme, elle a écrit devant Dieu qu'elle était bien là, elle l'a signé, c'est son ADN. Mais je me souviens encore des dizaines et des dizaines d'appels de journalistes de la France entière, voire du monde, parce que vous avez même moi j'ai des journalistes qui parlent chinois et japonais, qui m'appellent. Je ne comprends rien, mais on me dit, ça y est, l'affaire est résolue. Je dis, oulala, doucement. Patience. 3 jours plus tard, madame, c'est pas Muriel Boll, ils sont plantés dans l'ADN. Non mais, tout ça pour vous dire quoi? Prudence. Prudence absolue. Moi, tout ce que je vois, alors je parodie pas un de mes confrères, mais tout ce que je vois, c'est qu'à chaque fois qu'on retouche à ce dossier, il y a des drames. Et que des victimes, ça commence à en faire beaucoup. 3 ou 4. Ça dépend si on compte la justice. Moi, je la compte. Donc 4. Ça fait beaucoup. Soyons prudents. Quand je dis que je veux des preuves matérielles, c'est pas pour moi. Et je crois que, vous voyez, en cela, j'ai un point commun avec Jean-Marie Villemain. Jean-Marie Villemain, de ce que j'en sais, de ce que j'entends de ses avocats. Alors, il aimerait bien que Muriel parle, si tant est qu'elle ait des choses à dire. Mais il attend les preuves matérielles. Et d'ailleurs, leurs demandes d'actes, ce sont toujours des expertises matérielles. Et ils ont raison. C'est-à-dire qu'il n'y a que ça qui pourra. Alors, espérons, parce que moi, je serai à leur place, mais je me battrai évidemment de la même manière. C'est normal. Je suis Jean-Marie Villemain, je me bats au quotidien pour avoir des expertises, parce qu'il ne faut pas que ce dossier se referme, il ne faut pas que ce dossier se prescrive. Il faut essayer jusqu'au bout, il faudra essayer, avec les avancées de la science. Voilà, on est dépendant de la science. Aujourd'hui, il y a un meurtre, on part des faits, des preuves, et la justice, les policiers se font leur opinion. Moi, j'ai l'impression que dans cette affaire, on est parti, les gendarmes, le capitaine Sesma, le juge Simon, ils sont partis de leur conviction
Et ils ont interprété les faits, les preuves qu'ils avaient pour aller dans leur sens. Et j'ai l'impression aussi que seul le juge Simon, qui a tout repris, lui est parti des faits, et les avocats sont partis des faits. Est-ce qu'il n'y a pas une dissonance de... De toute façon, vous savez... Vous ne pouvez pas dire ça pour les gendarmes, vous ne pouvez pas dire ça. Parce que le 16 octobre, CESMA, quand il est le long de la Bologne, il ne pense pas à Bernard Laroche. Ni le 16, ni le 17, ni le 18, ni le 19. Mais de façon Et plus... ils viennent... Vous savez comment ils arrivent Est-ce que vous savez comment ils arrivent, l'espèce de marabout de ficelle qui font qu'ils arrivent vers Laroche? Il y a une discordance entre une déclaration de Laroche et une Non, déclaration avant ça, c'est un coup de fil que Marie-Ange Laroche passe depuis un café pour essayer d'incriminer quelqu'un d'autre en disant un tel a fait quelque chose. Qui sont placés en garde à vue, d'ailleurs. Oui. C'est les premiers placés en garde à vue. On ne donnera pas leur nom. Et c'est ça qui intrigue les gendarmes en disant mais pourquoi elle est allée dans ce café nous donner un élément qui n'a aucun intérêt, quoi. Et c'est comme ça qu'ils commencent à s'intéresser à Laroche. Et vous voyez, on ne peut pas dire qu'ils étaient parti pris. Alors après, est-ce qu'ils ont essayé de faire coller quand ils ont eu une conviction? Est-ce qu'ils ont essayé de faire coller les éléments qu'ils recueillaient avec la conviction? Moi, j'en suis pas si sûr que ça. Il a eu l'impression d'être désavoué par le juge Simon. Ah non, le juge Lambert. Oui, ben il l'a été, puisque le juge a changé d'enquêteur en cours de route. Il a dessaisi les gendarmes. Donc oui, mais ça ne signifie pas qu'ils étaient... Parce que derrière votre question, il y a est-ce qu'ils ont été à charge, est-ce qu'ils avaient une conviction et ils ont été à charge. Voilà. Pour les gendarmes, moi, je n'ai pas l'impression. Non, mais moi, ce que je voudrais vous rappeler, madame, c'est qu'une enquête est faite par des hommes. Et ils ont forcément une idée, une enquête judiciaire, une enquête criminelle. On part évidemment avec les éléments qu'on retrouve. À l'époque, ça n'existait pas, mais l'ADN, la téléphonie, la vidéo, etc. Là, à l'époque, ils ont un enfant qui est mort, noyé. Encore, on est même, enfin si, on est à peu près sûr qu'il est mort noyé. Non. On va pas compliquer. C'est forcément dans un noyau familial très proche. C'est le crime d'un très proche. Donc, les gendarmes, comme dans toute enquête, forcément, ils se posent des questions. Parce que ce sont des hommes et c'est pas des ordinateurs. Ils vont se suspecter un tel ou un tel. Là, il se trouve par ce qu'on vient de vous expliquer qu'on arrive sur Bernard Laroche parce qu'il y a des dissonances, parce que Marie-Ange attire l'attention par un coup de fil où elle essaye de brouiller les pistes. Après, on s'aperçoit que Muriel Boll et Bernard Laroche, quand ils sont entendus séparément, donnent pas tout à fait la même version des horaires. Et c'est la seule discordance de toutes les personnes qui ont été entendues. Et c'est comme ça qu'on se focalise sur Bernard Laroche et Muriel Boll. Et ça, dès le début. Mais ça, on ne peut pas leur reprocher aux gendarmes. Moi, honnêtement, je l'ai dit une fois sur un plateau, il y avait le capitaine Sesma qui est devenu colonel ou général, je ne sais plus. N'exagérez pas quand même. On ne sait jamais. En tout cas, il mériterait d'être général. Il aurait dû être général sans l'affaire Grégory, il finissait général. Il aurait sans doute été général. Mais il ne s'est pas trompé de beaucoup. En fait, il arrive... Qu'est-ce que vous en savez? Non, mais qu'est-ce que j'en sais? J'en sais que tout nous amène à penser que Bernard Laroche, paix à son âme peut-être, parce qu'il est mort inculpé, mais s'il était toujours vivant, je pense qu'on aurait bien évidemment bien progressé, mais on n'a pas trouvé, en tout cas pour l'instant, d'autres pistes et d'autres suspects. On a essayé Christine Villemin, ça n'a pas fonctionné, et ça reste de toute façon sur un noyau familial, un noyau d'extrêmement proche. Madame, vous avez... Votre question, elle est pertinente. Il faut se souvenir, les années, je passe de 84 à 85. 85-86, la France est coupée en deux. La France est coupée en deux. C'est-à-dire que vous avez, je schématise, et quand je dis coupée en deux, la balance penche sur la culpabilité de Christine Villemin.
Sublime, forcément Sublime, vous vous en souvenez, les organes de presse se déchaînent contre elle. Dans les Vosges, c'est sûr. Dans les Vosges, mais pas que dans les Vosges, dans la France entière. C'est Christine Villemin, la sorcière, c'est monstrueux. Hein. Et vous avez une autre partie, toujours, un groupe irréductible autour de Sesma, à ce moment-là, qui soutient la thèse encore très isolée de Bernard Larouche. Donc vous avez cette scission. Cette scission, elle va s'inverser complètement. Je veux dire, aujourd'hui, 99% des gens croient en l'innocence de Christine Villemin, consacrée par l'arrêt dont vous faites état de 93, et puis vous avez encore une bande d'irréductibles qui pensent que c'est elle. D'accord ? Beaucoup dans les Vosges. Moi, j'ai envie de dire beaucoup en Meurthe-et-Moselle, mais peu importe. Non, mais il faut un mot. Vous voyez à qui je veux faire allusion. Ce que je veux vous dire, c'est que quand vous rentrez dans ce dossier, c'est mon cas, vous avez un syndrome. C'est le syndrome de moi, je suis meilleur que les autres. Moi, je vais trouver. Donc, vous vous plongez dedans. Moi, je vous parle là de mon expérience des 17, 18, 19 juin 2017. Moi, je me suis dit, toi, le Stéphane, t'es jeune, c'est neuf, tu vas trouver. Et vous lisez le dossier. Vous terminez le dossier, vous dites, c'est un tel, c'est limpide. Vous dites, quand même, tout le monde s'est planté, ils sont aussi cons que ça. Vous le relisez. Non, mais je vous fais une vraie confidence. Là. Vous le relisez. Oui, non, c'est l'autre. Vous le refermez. Vous le relisez. Vous dites, c'est elle. C'est-à-dire que ce dossier, vous savez, on a parlé de la malédiction, là, mais il est maudit. C'est-à-dire que vous le prenez, vous y mettez 3-4 hypothèses, et les 3-4 hypothèses peuvent coller à un détail près, à chaque fois. Ça peut coller. Et vous vous dites, et moi je me suis dit, je me vois encore quasiment tout seul dans ma salle de bain, à dire, mais t'es complètement dingue, mon pauvre. Parce que quand vous dormez pas pendant 2 jours, vous vous dites, mais stop, arrête. Prends le dossier pour ce qu'il est. Ton boulot, c'est pas de découvrir qui a fait quoi. Ton boulot, c'est de défendre Marcel Jacob. Et là, ça change la donne. Et le problème de ce dossier, c'est qu'un certain nombre d'acteurs, je parle du juge Simon et j'en fais 2 minutes. Aujourd'hui... Pas davantage, on va passer à la dernière question. 1 minute. Aujourd'hui, tout le monde dit, le petit juge, c'est Lambert, le grand juge, c'est Simon. Moi, je vais vous faire une confidence. Je suis pas sûr de ça. Quand j'ai lu les carnets du juge Simon, franchement, c'est scandaleux ce qu'il écrit. Parce que BFM a publié quoi ? A publié les 4 lignes où il critique Lambert. Mais elle aurait publié les pages où il y a des propos antisémites. Elle aurait pu... C'est pas des pages, c'est quelques références. Ouais, enfin, des pages additionnées. Je veux dire, pour lui, Badinter, paix à son âme, pour moi, c'est le modèle absolu pour la justice. C'est pas le modèle du juge Simon, je vous le dis. Les références à la veuve, etc., c'est pour moi dramatique. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a souffert de l'étude de ce dossier et qui s'est perdu en étudiant ce dossier, comme tout le monde. Donc il faut savoir rester les pieds sur terre et je peux vous garantir que ça n'est pas facile. Un mot de conclusion, Michel ? Oui, 40 ans après, on ne sait toujours pas. Et j'ai vraiment le sentiment qu'on ne saura peut-être jamais ce qui s'est véritablement passé. Il faudra se contenter de ce qu'on sait déjà, qui dresse un petit canevas, enfin un petit schéma criminel qui est contesté bien évidemment par Stéphane Joyannin, mais c'est terrible en réalité, que ce soit pour un journaliste, pour un avocat ou pour des gens qui s'intéressent à ce dossier. C'est terrible de se dire qu'on est totalement impuissant à savoir qui a tué ce gosse de 4 ans, qui aurait 44 ans aujourd'hui. Moi, j'y pense souvent. Et voilà, je pense qu'on a vraiment développé, on pourra en parler jusqu'à demain matin et peut-être même après-demain matin, mais ça ne ferait pas forcément plus avancer les choses. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Merci beaucoup pour votre participation et je vous invite à retrouver tous nos contenus sur nos différents sites internet, l'Est républicain, le Républicain Lorrain et Vosges Matin, où on a mis des choses un peu exclusives, où on a fait aussi un long format vidéo.
on a fait plein de choses pour sortir un petit peu de ce qui se faisait d'habitude. Voilà. Merci beaucoup. Merci.